Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Niel, fondateur, actionnaire principal du groupe Iliad, si on devait apporter des précisions, groupe français de télécommunications qui est notamment la maison mère de Free, opérateur de téléphonie mobile et fournisseur d'accès à Internet que nous connaissons évidemment toutes et tous et que vous présentez encore aujourd'hui comme étant qui est présenté encore aujourd'hui comme étant le troublion des télécoms européens. Inventeur du concept hier de la box Internet, aujourd'hui promoteur d'une plus forte concurrence par les prix et demain peut-être futur concurrent français des GAFAM américaines, le groupe que vous avez fondé, Monsieur Niel, poursuit sa croissance, sa diversification. Vous nous en parlerez tant en surface de salariés, 16 500, me dit-on, un chiffre d'affaires qui atteint plus de 7 milliards, me dit-on également en 2021. 45 millions d'abonnés en Europe, dont 21 millions en France, 14 millions en Pologne, 9 millions en Italie. Enfin, vous nous ferez un peu la présentation de vos performances. L'internationalisation de votre groupe, qui réalise désormais plus d'un tiers de son chiffre d'affaires en dehors de la France, s'accélère fortement et nous questionne sur l'opportunité d'une plus grande concentration des opérateurs de télécommunications au niveau européen. Après avoir acquis Salt, dont nous parlions il y a quelques instants, opérateur suisse, UPC Poland, opérateur polonais évidemment, vous avez récemment augmenté votre participation au capital d'un opérateur luxembourgeois et d'un opérateur britannique, pour ne pas le nommer, Vodafone. Au regard de ces évolutions récentes, quelle ambition européenne portez-vous pour le groupe Iliad Free? Quelles sont les perspectives de développement dans les prochaines années? Faut-il y voir la préparation d'un retrait progressif du marché français, alors que la France est aujourd'hui le pays le plus fibré d'Europe et que le chantier de la fibre optique ne fait que commencer chez nos voisins européens. Si nous sommes évidemment très heureux de voir que l'expertise française en matière de fibre optique s'exporte hors de France, nous constatons en France, dans nos départements, que les mécontentements des abonnés, des élus, des collectivités sont de plus en plus nombreux. Et évidemment, dans cette assemblée des collectivités territoriales, vous aurez probablement beaucoup de questions sur ce sujet. Lors de son audition devant notre commission en janvier dernier, la présidente de l'ARCEP a annoncé la notification par Free d'un plan de reprise de certains de ces réseaux de fibre optique, notamment en région parisienne, pour lesquels des incidents, des malfaçons ont été observés. Pourriez-vous nous donner davantage de détails, si vous pouvez, sur ce plan de reprise, son financement et son calendrier? Combien de lignes, combien d'abonnés, combien de collectivités seraient concernées? L'état de la concurrence et de la régulation dans le secteur des télécoms retient aujourd'hui bien sûr notre attention, celle de notre collègue Patrick Chaise en tout premier lieu, en particulier au regard des contentieux juridiques en cours entre Orange et l'ARCEP. Si l'opérateur historique plaide pour une hausse des tarifs de dégroupage, conteste le pouvoir de sanction de l'ARCEP, allant même jusqu'à introduire une QPC à ce sujet, dénonce un transfert de valeur vers les opérateurs commerciaux, ces derniers refusent, donc vous, toute hausse du tarif de dégroupage, vous ayant même porté plainte contre Orange pour défaut d'entretien du réseau cuivre. Monsieur le Président, quel regard portez-vous sur cette situation? Les contrôles exercés par l'ARCEP et l'autorité de la concurrence vous semblent-ils suffisants pour assurer un juste niveau de régulation, sans favoriser un opérateur plutôt qu'un autre? Quelles seraient les conséquences d'une hausse des tarifs de dégroupage pour Free? En particulier, une hausse de ces tarifs conduirait-elle Free à revenir sur son engagement de limiter la hausse de ses abonnements de téléphonie mobile dans un contexte où l'inflation pourrait atteindre jusqu'à 7% de cette année et où j'ai appris hier que les dépenses de téléphonie représentent aujourd'hui le 4e poste de dépenses des ménages français. Il est indéniable que l'arrivée de Free sur le marché français a permis une baisse massive et générale des prix des abonnements. Il semble que nous assistions à un retour de balancier. Si la France demeure le pays d'Europe où les prix de la téléphonie mobile sont en moyenne les plus bas, une hausse même de quelques euros serait difficile à comprendre, notamment parce que la qualité du déploiement n'est plus au rendez-vous. Ainsi, parmi les sujets majeurs d'incompréhension des particuliers, des élus et des collectivités, il y a notamment celui des modalités d'implantation des antennes, sujet très difficile qui s'est fortement accéléré consécutivement à l'amélioration de la couverture numérique de nos territoires. Nous le constatons tous,
l'impression est plutôt celle d'un déploiement précipité, sans concertation, notamment avec les élus locaux, bien souvent. Voilà, donc je serais heureuse de vous entendre là-dessus et avant de laisser mes collègues poser les questions. Voilà mes premières questions. Je vais vous laisser, Monsieur le Président, prendre la parole pour un propos liminaire et ensuite je donnerai la parole bien sûr à Patrick Chaise et ensuite à l'ensemble de mes collègues qui se signaleront sur notre boucle. Voilà, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente, merci de m'accueillir ce matin. Je vais faire un propos introductif plutôt sur la France, mais on pourra parler plus généralement du reste si vous le souhaitez. Moi, ce que je constate, nous sommes le meilleur exemple de ce que la concurrence dans les télécoms peut permettre de créer. Elle a apporté de l'innovation, des bas prix et beaucoup d'investissements dans les réseaux. En France, on s'est développé sur un modèle vertueux dans les télécoms avec une régulation qui a été extrêmement volontariste, notamment du régulateur sectoriel et de l'autorité de la concurrence, qui a permis d'avoir 4 opérateurs fixes et mobiles puissants. Et sur ces 4 opérateurs, 3 d'entre eux ont une stratégie internationale, de déploiement, avec un déploiement international. Et ce qu'il faut voir, c'est que je pense qu'on est le pays au monde qui est le présent dans le plus de pays, dans d'autres pays, avec des opérateurs télécoms. Et tout ça, on l'a appris grâce à cette dérégulation qui a permis l'existence de ces opérateurs. Dans le cas d'Iliad que vous invitez aujourd'hui et que je représente, ça nous a permis d'aller en Italie et d'être nouvel entrant en Italie avec un grand succès, plus de 10 millions d'abonnés, d'aller en Pologne, vous l'avez rappelé, où nous sommes le premier opérateur. Et à côté de cela, moi j'ai d'autres activités qui fait que nous sommes dans une vingtaine de pays, nous délivrons des télécommunications, nous sommes opérateurs de télécommunications dans une vingtaine de pays et avec énormément de croissance. Et puis, dans le même temps, on s'est senti obligé d'aller ailleurs pour que l'ensemble des Français puissent bénéficier de cette concurrence. C'est ce que nous avons fait quand nous sommes allés à La Réunion et à Mayotte. Il s'est passé un truc incroyable. Free est arrivé à La Réunion et à Mayotte. Les prix se sont écroulés, principalement à La Réunion. Les prix ont été divisés par 2. Dans le même temps, dans les Antilles, ce n'était pas le cas. Les prix restaient très hauts. Nous venons d'ouvrir et nous venons de nous lancer en retard dans les Antilles. Et de la même manière, l'impact sur les prix est significatif. Et l'idée, c'était de rendre à tous les Français le bénéfice d'une concurrence effective et réelle. Donc aujourd'hui, grâce à ça et grâce à ces investissements, nous sommes devenus Iliad est devenu le 6e opérateur pan-européen. Vous l'avez rappelé, on a un peu plus de 42 millions d'abonnés en Europe et on réalise en 2022 8 millions d'euros un peu plus, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En France, nous avons 14 millions d'abonnés mobiles et 7,2 millions d'abonnés fixes, de foyers fixes, de foyers à qui nous délivrons un service fixe en fibre optique et en ADSL. Nous sommes le 2e employeur du secteur derrière Orange, avec plus de 10 000 salariés directs en France. Et puis, nous sommes probablement une des sociétés ou la société qui en France investit le plus. Nous investissons environ 25% de notre chiffre d'affaires annuel dans nos réseaux. On était monté jusqu'à 30%, on a rebaissé un peu à 25%, mais ce qui donne des chiffres très très élevés pour une société qu'on peut qualifier de mature, puisque notre croissance aujourd'hui est de l'ordre d'une petite dizaine de pourcents chaque année. Donc on investit lourdement, c'est des investissements qui sont faits dans nos réseaux. On a une stratégie en France que vous connaissez avec Free qui est extrêmement simple. On est un opérateur fixe et mobile. On propose des offres simples et attractives. On opère nos réseaux. On est né, comme tous les autres opérateurs, de la possibilité d'utiliser le réseau notamment d'Orange, c'est-à-dire de pratiquer le dégroupage. Et nous avons migré vers une activité dans laquelle nous déployons nos propres réseaux en fibre optique et nous avons nos propres sites mobiles. On a plus de 23 000 sites mobiles en France. Donc, on est opérateur fixe et mobile, des offres simples et attractives, déployer et exploiter nos propres réseaux et dans le même temps être capable, avancer pour diminuer notre empreinte environnementale. Donc si je reviens à la France, je crois qu'on peut se réjouir d'une couverture très haut débit fixe et mobile
élevé. On est devenu, vous le savez, je crois, le pays, la France, en tout cas dans les grands pays, celui qui est le plus couvert en termes de foyers où on peut s'abonner à la fibre optique. On a eu un engagement fort des opérateurs alternatifs. Ils supportent une grande partie des investissements. Si on prend le FTTH, 60% des investissements dans le FTTH sont faits par les 3 opérateurs alternatifs. Orange en conservant 40%, mais c'est une part qui continue à diminuer. Et donc, cet investissement, c'est un investissement lourd. Parfois, on a le sentiment, quand on rencontre sur le terrain des politiques ou même des entreprises, que la totalité de ces investissements sont faits par Orange. Ils sont faits de manière minoritaire au total par Orange, majoritairement par les opérateurs alternatifs, nouvel entrant sur ces sujets. Et puis, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est que la réalité de la concurrence qui existe en France fait que nous bénéficions, vous l'avez rappelé Madame la Présidente, des tarifs les plus bas ou parmi les plus bas en fonction des cas en Europe et si on le ramène au pouvoir d'achat dans le monde, à pouvoir d'achat équivalent, les États-Unis pratiquent des prix 3 à 4 fois plus chers au prix français. Donc on a un bilan, je pense, d'ouverture à la concurrence 25 ans après, c'était 1998 et nous étions là dès 1998, qui est donc je pense, très positif. Alors on a des sujets, vous les avez rappelés, des problèmes collectivement ou des sujets collectivement à traiter. Je vais vous en citer quelques-uns, mais on pourra les reprendre en détail plus tard. Mais il reste beaucoup d'investissements réalisés. La complétude FTTH, comment on arrive à couvrir la totalité des foyers, on en parlait également il y a quelques instants, comment on arrive à couvrir la totalité des foyers en termes de fibre optique, comment on est capable de faire des raccordements finaux coûteux, complexes, comment on améliore notre couverture mobile, et vous l'avez rappelé, avec une forme d'ambivalence où en fait on nous dit il faut une meilleure couverture mais dans le même temps il faut moins d'antennes, c'est pas facile. Le déploiement des nouvelles technologies 5G, et puis un sujet de résilience des réseaux, je ne sais pas si vous souhaiterez l'évoquer aujourd'hui, mais qui est un sujet important. On a des problèmes sur les conditions envisagées pour l'arrêt du cuivre, qui ne sont pas satisfaisantes et donc le calendrier est trop étendu. Et puis, on est dans un contexte difficile pour les opérateurs, puisqu'on a de l'inflation, une hausse significative des coûts de l'énergie. On est en France pas les plus mal lotis, mais c'est quand même un sujet significatif sur nos bilans. Des taux d'intérêt qui montent et nous sommes tous des opérateurs endettés parce que les demandes de déploiement de réseau ont été faites, ont été mises en œuvre, mais elles l'ont été faites notamment parce que la totalité des opérateurs de télécommunications français ont vendu des actifs pour financer ces très lourds investissements, notamment dans la fibre. Donc on a tous vendu nos antennes pour récupérer du cash et investir ce cash dans le déploiement de la fibre optique. À côté de ça, on a besoin d'une stabilité, d'un cadre concurrentiel équitable. Et pour cela, j'aimerais vous parler de 3 points précisément. Le premier point qui est l'arrêt du cuivre, on l'a évoqué, la fiscalité et l'IFER mobile, et la couverture des zones blanches et grises en mobile. Alors l'arrêt du cuivre, c'est pour nous un problème important. Je pense qu'il faut se mettre à la place de l'utilisateur. Quand on déploie une zone en fibre optique, globalement, on va dire 80% des personnes qui sont dans cette zone en fibre optique vont prendre sur quelques années un abonnement à la fibre optique spontanément. Ça va être quelque chose d'extrêmement facile, simple, ils vont en voir l'intérêt. Quand ils vont déménager, ils ne vont pas redemander de la DSL, naturellement, ils vont prendre de la fibre, et c'est quelque chose d'accepté. On a une dizaine de pourcents des foyers dans lesquels il va falloir travailler, expliquer, et on va réussir à les convaincre. Et puis, on a les irréductibles, qui représentent, en fonction des zones, 10 à 15% des foyers. Et ces irréductibles, c'est pas qu'ils aiment la DSL, c'est que ça marche, ils ne veulent pas que ça bouge, il faut que ça soit stabilisé. Et le seul moyen, le seul élément qui va permettre de les faire basculer, c'est l'extinction du cuivre. On l'a vu à Lévis-Saint-Non, on l'a vu à certains endroits où on a fait des expérimentations. Les seuls moments où cela fonctionne, c'est quand on dit, voilà, demain, il n'y a plus de cuivre, il va falloir basculer à la fibre optique. Et c'est le seul moment dans lequel ça marche. Et je pense que collectivement, on doit avoir un but, c'est d'éteindre le plus rapidement possible ce réseau en cuivre,
Déjà parce que ça va réduire l'impact environnemental, puisque avoir 2 réseaux en parallèle, c'est un impact environnemental double, voire même un peu plus, puisque le cuivre est extrêmement consommateur d'énergie. Et puis ça veut dire aussi optimiser l'investissement, puisque quand on a déployé ces réseaux de fibre optique, plus ils sont pleins, plus ils sont remplis, plus notre investissement est rentabilisé. Alors on trouve que Orange propose un plan peu ambitieux, avec des fermetures techniques en volume qui commencent longtemps après la fermeture commerciale. C'est-à-dire qu'on va continuer de vendre des accès, mais on va continuer en plus de les laisser vivre. À la vitesse proposée par Orange aujourd'hui, je pense qu'il restera, je peux me tromper, mais environ la moitié des lignes en France, la moitié des lignes en cuivre en France qui sont toujours en exploitation, ou à des zones où on pourra toujours avoir du cuivre. Et c'est vraiment un sujet pour nous parce qu'on ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui nous empêche rapidement d'éteindre des grandes villes. On l'a pratiqué des expérimentations dans des villes moyennes, dans des petites villes, ça marche très très bien. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est de déréguler Orange sur des zones fibrées, sans pousser à une extinction rapide du cuivre. Et on pense que c'est une erreur générale, globale, c'est une erreur pour la France, c'est une erreur pour le pays, de laisser 5 ans entre un moment où on dit on va fermer une zone et la fermer réellement. Puisque ces 5 ans ne vont rien apporter de précis, ne vont rien apporter de plus, et ne vont pas permettre de ce basculement qui doit être rapide. Et dans le même temps, on nous dit sur ces zones, on va fortement augmenter le tarif du dégroupage pour aider, pour subventionner d'une certaine manière Orange. Mais si Orange a un problème dans ces zones, qu'ils éteignent le cuivre, qu'ils ferment le cuivre, que collectivement, nous poussions ces foyers à passer vers la fibre optique, puisque une fermeture, dire on va fermer dans 5 ans, ça amène le sujet de migration dans 5 ans. Vous n'allez pas pousser des gens qui aujourd'hui n'ont pas envie de migrer vers la fibre optique à migrer plus rapidement si le réseau en cuivre ne ferme que dans 5 ans. Et donc on pense que cette proposition est critiquable. Rien ne justifie d'augmenter le tarif du dégroupage quand le cuivre n'est pas réellement arrêté. C'est une formidable rente de situation pour Orange, avec une technologie obsolète. Et je vous l'ai dit précédemment, des abonnés qui sont coincés sur cette technologie parce qu'ils n'ont pas envie de changer. On les a vus, on a tenté de les convaincre, on n'a pas compris, ils ne le souhaitent pas. Et donc tant qu'on ne va pas contraindre cette migration, on n'y arrivera pas. La fermeture commerciale, je vous l'ai dit précédemment, n'a aucun impact sur la migration de ces abonnés, de ces clients. Ils ne vont pas migrer vers le réseau de fibre optique si on est à une date lointaine de fermeture de ce réseau. Et si Orange reçoit plus de recettes pour le cuivre, en plus je pense qu'on ne motive pas Orange à fermer ces réseaux. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui les opérateurs alternatifs migrent plus vite les abonnés de la fibre optique vers la fibre optique, du DSL vers la fibre optique qu'Orange. Et ce qu'il faut voir, un autre élément qui est extrêmement important, aujourd'hui la DSL chez Orange est vendue 10 € moins cher que la fibre optique. Donc on a un intérêt aujourd'hui financier chez Orange. Vous allez chez Sosh, vous regardez, la DSL est vendue 10 € moins cher que la fibre optique. Donc tous ces éléments-là nous laissent penser que permettre une dérégulation sur ces zones est une erreur, qu'à partir de ce moment-là, l'ARCEP perdra tout levier d'action sur Orange, qui au bout pourrait même décider de convaincre de garder le cuivre encore plus longtemps, voire de continuer d'augmenter les tarifs et de conserver de fait un monopole à Orange sur ces réseaux et sur ces zones. Il y a un autre élément qui me paraît extrêmement important. Aucun pays d'Europe n'a augmenté ses tarifs du dégroupage et la recommandation de l'UE est une stabilité des prix du dégroupage. Donc en plus, on ferait un chemin. On aura été très en avance sur le dégroupage et on terminerait toutes ces étapes de dégroupage du cuivre qui a été une énorme réussite, qui a permis l'émergence d'une concurrence importante, qui a permis la création des acteurs, je vous l'ai dit précédemment, mais on se retrouverait dans ce cadre-là avec exactement une fin qui ne serait une fin
franchement pas belle, c'est-à-dire de mal terminer une séquence qui a été bien. Nous, notre vision, elle est simple. L'arrêt du cuivre, elle est importante, il faut l'accélérer. S'il y a une hausse du dégroupage, du tarif de dégroupage, ça doit être 1 an avant la fermeture réelle, la fermeture technique de ces réseaux, pour accélérer, pour inciter à accélérer la migration de ces abonnés récalcitrants. La hausse du dégroupage ne va servir qu'à augmenter la rente d'Orange. Nous avons été étonnés d'ailleurs d'entendre la directrice générale d'Orange parler d'un deal avec l'ARCEP et annoncer qu'une augmentation du tarif de dégroupage est acquise en 2024 avant même qu'il y ait eu une analyse de marché. Donc si maintenant il y a des deals, c'est un peu particulier. C'est à la mode sûrement. Mais bon, on a le droit d'espérer dans les télécoms d'avoir une forme de concurrence un peu différente. Et donc, on vous le redit, on doit penser que la dérégulation doit intervenir quand on a une date rapide d'extinction du cuivre. Et puis à côté de ça, on a besoin d'un accompagnement, on a besoin d'explications sur cette fermeture du cuivre pour rassurer les populations. On l'a bien fait avec l'émergence de la TNT. On pense qu'on doit faire un grand plan de la même manière et expliquer que le cuivre n'est arrêté que pour ceux qui, bien évidemment, que pour ceux qui peuvent accéder à la fibre optique. On pense que c'est vraiment un sujet incroyablement important. Une dérégulation trop rapide et mal encadrée peut venir bouleverser le secteur et pour nous, c'est notre principal point d'inquiétude aujourd'hui en France. Il y a un autre sujet qui nous tient à cœur qui est la fiscalité. Alors la fiscalité sectorielle, c'est un véritable fardeau. On est, je pense, avec l'énergie, le secteur le plus surtaxé de ce pays et on a une taxe spécifique, une des taxes spécifiques que l'on a dans ce secteur qui est l'IFER mobile, qui est insupportable et injuste. Alors, on est les spécialistes en France pour taxer les télécoms. Alors, c'est en général avec une bonne raison. Je me souviens, moi, de la TSTD pour le CNC, c'est une taxe en contrepartie d'une TVA à 5,5 que nous avait qu'une TVA que nous disposions à 5,5 quand nous vendions des abonnements de télévision. On nous a dit, vous avez une TVA réduite, vous allez nous financer le CNC, ça va bien se penser, on va vous mettre une TSTD, la taxe TSTD pour le CNC. La TVA est revenue sur les abonnements de télévision à 20%. Devinez, on a toujours cette taxe là. On nous avait mis une taxe affectée j'ai oublié le terme, infinitésimale pour compenser l'arrêt de la publicité sur FTV. Maintenant, la taxe, elle va plus pour France Télévisions, elle va au budget général. Et l'IFER mobile qui devait compenser la perte de la taxe professionnelle, c'était pour le secteur 120 millions. En 2022, on est à 270 millions et on sera à 500 millions d'euros de taxes en 2027. Alors cette taxe, elle est injuste. Elle est basée sur le nombre de fréquences que nous émettons et sur le nombre d'antennes. Et donc, bien évidemment, plus on nous demande de déployer nos réseaux, plus cette taxe augmente, plus on nous demande d'avoir de la capacité, de la rapidité, plus de fréquences déployées, une meilleure couverture, plus cette taxe augmente. On nous promet une réforme tous les ans depuis je ne sais plus combien d'années, 3 ans, ça va, pas beaucoup, mais on nous promet régulièrement une réforme de cette taxe qui ne vient pas, et dans le même temps, on augmente, cette taxe augmente sur le secteur et nous sommes en fait un peu les otages, on a l'impression de la relation entre l'État et les collectivités. La taxe IFER, elle est inéquitable parce que parallèlement à ça, elle n'est pas basée sur... elle ne s'applique pas de la même manière à tous les opérateurs. 2 opérateurs mutualisent leur réseau. C'est Bouygues et SFR. Ils font du run-sharing. Alors ça pose par ailleurs un certain nombre de problèmes parce que quand le réseau, on l'a vu la semaine dernière, quand le réseau de l'un, le réseau de l'autre est en panne, donc on perd 50% des capacités sur des zones, mais eux, puisqu'ils partagent leur réseau, ils partagent exactement cette taxe. Donc la manière dont est mise en œuvre cette taxe et qu'elle est calculée, pose des sujets qui ne sont pas réplicables pour Orange et Free. Donc Orange et Free payent une surtaxe. Parallèlement à ça, Orange et Free sont punis, puisque ce sont les 2 acteurs qui n'ont pas le droit d'utiliser du Huawei en France. Bouygues et SFR ont le droit d'en utiliser, ce qui a un impact pour nous, puisque les équipements de Huawei consomment 30% d'énergie en moins que les équipements que nous avons le droit d'utiliser. Donc, si vous ramenez à des chiffres concrets, aujourd'hui, Free Mobile paye 2 fois plus d'IFER que
SFR ou Bouygues Télécom ramené à notre chiffre d'affaires. Et en 2027, ça sera 3 fois plus. Donc on pense que c'est un sujet important pour nous, sur lequel nous militons pour avoir quelque chose de plus juste, soit un plafonnement de cette taxe qui nous permette en toute tranquillité d'augmenter nos couvertures. Et encore une fois, quand vous nous dites venez couvrir nos territoires, on se dit ok, mais au-delà de cette couverture et des antennes qu'on va déployer, on va avoir un supplément de taxes à payer. Donc, on pense que soit un plafonnement, soit une taxe sur le chiffre d'affaires, c'est tout ce qu'on déteste, mais ce seraient des éléments qui nous paraissent plus justes. Et une taxe sur le chiffre d'affaires plus un plafonnement me paraîtrait la disparition de la taxe me paraîtrait le nirvana en toute franchise. Une amélioration ou au moins quelque chose de plus juste, réparti entre les différents opérateurs. Et puis il y a un troisième sujet que j'aimerais évoquer avec vous et qui est indirectement lié, qui est la couverture mobile. Vous vous souvenez, nous avions eu un New Deal sur lequel nous étions engagés collectivement, nous opérateurs, à rajouter 5000 sites. 1300 aujourd'hui sont en service. Les autres sont en cours de construction, les 800 derniers de ces 5000 ayant été affectés en 2023. On pense qu'il serait intelligent d'éviter un point de coupure quand ces 5000 sites seront allumés et de penser ou de mettre en œuvre un New Deal 2, parce que bien évidemment au bout de ces 5000 sites allumés, vous aurez des demandes supplémentaires de couverture. C'est quelque chose que nous, opérateurs, on aime parce que c'est de la prévisibilité, une vision long terme. Ça évite en 2030 d'avoir des discussions longues sur le renouvellement des fréquences pour les opérateurs. Et donc, on pense que les pouvoirs publics devraient profiter de cette opportunité dès maintenant pour regarder comment on est capable d'avancer et de définir un volume de zones, de sites à déployer en zone blanche et en zone grise. On pense que cela ne pourrait avoir que des effets positifs. Sinon, en 2027, on va se retrouver avec ces 5000 sites déployés et en fait, toujours des zones blanches et des zones grises où vous pourriez avoir des demandes. Depuis 10 ans, et d'une manière plus conclusive, depuis 10 ans, nos investissements sont au plus haut. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est monté jusqu'à 30% de notre chiffre d'affaires. L'année dernière, on était à 25% de notre chiffre d'affaires pour assumer des obligations de couverture fibre et mobile qui sont des couvertures, des demandes de couverture fortes et étendues. On a ce problème de surfiscalité. Et vous aviez dit tout à l'heure comment on est capable de concurrencer les GAFAM, mais c'est en ayant des moyens. La quasi-totalité du cash produit par les télécoms, aujourd'hui l'est par Orange. Les opérateurs alternatifs depuis des années n'ont pas de génération de cash flow positif parce que les alternatifs investissent lourdement dans leur réseau avec des fréquences qui dans le même temps sont vendues toujours plus chères. Et je vous l'ai dit, nous avons vendu énormément de nos actifs, de nos pylônes, pour permettre de financer ça. Mais malgré tout, il nous reste beaucoup de travail à faire et à mettre en œuvre pour continuer de déployer ce réseau. Et dans le même temps, là où nous sommes donc des opérateurs avec des bilans tendus, on nous parle d'augmenter les tarifs de dégroupage, de complétude des réseaux fibres, de résilience des réseaux. Et puis j'oublie toutes les autres idées que certains d'entre vous, mais c'est pas au Sénat, je le sais, c'est sûrement ailleurs que ça doit exister, mais toutes les idées, c'est vrai, toutes les idées que vous pourriez avoir potentiellement pour taxer les opérateurs. Et ce qu'il faut voir, c'est que l'argent que nous avons, le cash que nous arrivons à générer, nous sommes des sociétés, je crois dans leur grande majorité responsables. Nous l'utilisons pour réinvestir, pour se développer à l'international, pour aller créer des choses qui vont permettre de concurrencer les GAFA. Et je pense qu'il y a un moment où les pouvoirs publics réclament de la réindustrialisation, de l'indépendance nationale, de la présence française dans les domaines stratégiques, dans l'intelligence artificielle, dans la cybersécurité. C'est pas très heureux dans le même temps d'appauvrir les groupes les mieux à même de défendre sur ces sujets nos couleurs. Voilà, de manière, excusez-moi pour cette introduction peut-être un peu longue, mais on est prêt à répondre je suis prêt à répondre à la totalité de vos questions.
Merci beaucoup, Monsieur Niel. Je vais passer la parole à Patrick Chaise, qui est donc le président du groupe numérique, Anne-Catherine, parce qu'elle est rapporteure budgétaire, et ensuite à l'ensemble de mes collègues. Patrick. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci pour vos propos liminaires. Je dirais en introduction que je suis un peu resté sur ma faim, parce que vous avez fait effectivement un constat, beaucoup de constats. J'ai pas entendu beaucoup de propositions, et je vais essayer par mes questions de vous inciter à nous faire des propositions assez concrètes. Alors, plusieurs sujets. Déjà, le sujet de la fermeture du cuivre, vous avez effectivement exprimé que le plan présenté par Orange n'était pas ambitieux. Je peux le partager. Je peux effectivement donc aller dans ce sens pour faire en sorte qu'on accélère et qu'on puisse être aussi assez intelligent dans la mise en œuvre de cette fermeture de plan. Néanmoins, mais quelles mesures proposez-vous de façon concrète pour faire en sorte que la migration et notamment tous les travaux induits sur les parties privatives puissent se faire dans les bonnes conditions. Sur le dégroupage, je m'excuse, mais là, je ne vous suis pas du tout dans le raisonnement. Et je ne vous suis pas depuis longtemps. Puisqu'en fait, en 2016, dans le cadre de la loi Macron, j'avais déposé un amendement qui s'appelait l'amendement zone fibrée et qui faisait que l'idée permettait de déréguler le prix du cuivre pour faire en sorte justement que le prix du cuivre monte et que mécaniquement, eh bien, donc ce prix du cuivre montant, le prix de l'abonnement cuivre étant plus haut que le prix de la fibre, on ait un basculement naturel du cuivre vers la fibre. Je ne comprends pas pourquoi ce mécanisme vous gêne et pourquoi donc on ne peut pas donc aujourd'hui le mettre en œuvre. Sur l'IFER. Alors sur l'IFER, par contre, je suis à 100% avec vous. Ça fait 5 ans que je dépose un amendement tous les ans dans le cadre du projet de loi de finances pour faire en sorte que cet impôt injuste soit corrigé et puisse être remodelé de façon à ce qu'il soit plus égalitaire sur l'ensemble des opérateurs avec... D'ailleurs, des possibilités de redirection peut-être d'une partie de cet impôt. Mais j'y reviendrai juste après. Sur le New Deal, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Le New Deal, ce n'est pas les 5000 sites ciblés. Le New Deal, c'est un objectif partagé entre l'État, l'ARCEP et les opérateurs pour faire en sorte qu'à échéance, qui n'est pas encore atteinte, l'ensemble des habitations de notre pays soit couvert par les 4 opérateurs. Certes, avec un mécanisme de couverture ciblée, mais pas que. Avec aussi les investissements des opérateurs, les investissements propres. Et cet objectif-là, il a été financé par le collectif, puisque on a, donc, vous l'avez dit, fait en sorte que les licences soient donc prorogées, et c'est un coût estimé à 3 et 5 milliards. C'est-à-dire que collectivement, on a mis 3 à 5 milliards sur la table pour permettre aux opérateurs d'atteindre cet objectif. Et pour ma part, je suis absolument contre, mais plus que contre, un New Deal. Ça me paraît être vraiment de la malhonnêteté. Je vous le dis de façon très claire. Pour le reste, je veux dire, je ne comprends pas d'ailleurs, et vous allez me l'expliquer, que vous avez une politique tarifaire agressive qui donc annonce une stabilité de vos tarifs sur les années qui viennent. Bon, ma question, c'est est-ce tenable ? Et est-ce que aujourd'hui, vous allez pouvoir tenir votre engagement ? Enfin, réponse que vous n'avez pas donnée à la présidente, je me permets de reposer la question, c'est sur le plan de reprise, au niveau des réseaux qui ont été identifiés. Et enfin, juste, je conclus par cela, Madame la Présidente, aujourd'hui, finalement, quand on fait l'état des lieux du numérique, fixe et mobile, on se rend compte qu'il y a tout un tas de points ou de briques qui se coincent et que le système est en train vraiment de se coincer. Comment peut-on faire et quelles seraient les solutions que vous pouvez proposer pour faire en sorte qu'on reconstruise cette fois-ci non pas un New Deal du mobile, mais un Good Deal de l'ensemble du numérique en France? Merci Patrick. Anne-Catherine Loisier.
Madame la Présidente, merci pour ces interventions et merci surtout pour effectivement pour le travail qui a été réalisé par l'ensemble des opérateurs. Je pense qu'il faut le dire, c'est que la France aujourd'hui quand même est bien équipée et vous l'avez souligné à des tarifs qui rendent quand même le service accessible à l'ensemble de nos concitoyens. Alors moi je voudrais juste revenir sur deux points. D'abord sur l'extinction du cuivre. Je pense que l'ensemble de mes collègues participent à ce mouvement aujourd'hui dans le cadre des comités cuivre qui sont mis en place sur nos territoires et dont nous pouvons mesurer la complexité. Alors moi je suis assez d'accord avec vous, c'est que j'ai un petit peu de mal à comprendre la méthode d'Orange, puisqu'effectivement dans un territoire comme le mien, il commence d'abord par les zones rurales qui sont finalement les moins équipées et avec une population, un public qui est peut-être le moins accessible, en tout cas voilà, réceptif à la démarche. Néanmoins, c'est quand même un sujet sur lequel je pense qu'avec mes collègues, nous pensons qu'il faut quand même prendre le temps d'informer nos concitoyens, parce que là, on a potentiellement un sujet de grande inquiétude et de grande angoisse, donc on va peut-être pas trop en rajouter en ce moment. Je voulais également vous poser quelques questions sur votre stratégie spatiale, en fait, puisque on évoquait tout à l'heure le rachat de SALT et votre partenariat, alors je ne sais pas comment il faut l'appeler, avec Starlink pour les émissions sur les zones blanches. Donc je voulais savoir où en était ce partenariat, combien d'abonnés aujourd'hui en France et comment vous appréhendez ce partenariat avec la stratégie Constellation européenne IRIS. Et puis, une petite question sur le cloud souverain, le cloud de confiance. Quelle est aujourd'hui la stratégie de Scaleway, votre filiale, dans le cadre notamment des offres cloud, puisque moi j'entends par exemple de plus en plus d'universités qui reçoivent des offres cloud gratuites de tous les grands opérateurs américains, des offres qui sont quand même assez captives, puisqu'une fois que vous avez profité de l'offre gratuite, et bien après vous avez beaucoup de mal à en ressortir. Donc quelle est votre stratégie sur, à mon avis, ces dossiers importants pour l'avenir? Merci. Merci Anne-Catherine, je vais vous laisser réagir à déjà ce... Voilà, il y a un paquet en télécom, c'est ça? Un paquet télécom. Monsieur le sénateur, sur le prix du cuivre, je prends votre point, mais qui est le principal utilisateur du dégroupage dans ce pays? Orange. Orange. Donc quand on monte les prix du dégroupage, quel est le seul qui est jamais touché? C'est lui. Je vous le redis, soch.fr, ADSL 19,99, fibre optique 29,99. Eh ouais, et quand on monte les prix du dégroupage, Soch 19,99, fibre optique 29,99. Et donc on ne va pas monter nos prix. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire du transfert financier vers Orange. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va pousser Orange de se dépêcher de ne surtout pas éteindre le cuivre, parce qu'à partir de ce moment-là, ils vont perdre ses abonnés dans une concurrence réelle. Parce que quand vous allez avoir le prix du dégroupage à 20 € hors taxe, qu'ils vont vendre une offre à 19,99 TTC, et que nous, on la vendra aussi à 19,4 TTC, mais pourquoi ils ne le pourront pas? Mais pour quelle raison? Ils le vendent à 19... Mais ils le vendent déjà à perte quand ils le vendent à 19,99 aujourd'hui. Vous faites quelque chose là-dessus? Rien, mais personne ne fait rien sur le sujet. On a fait 20 ans de procédure là-dessus. Orange a été condamné quoi? 15 fois en procédure concurrentielle? Mais ça prend 10 ans. Ils seront condamnés dans 10 ans, mais ça sera trop tard. Et donc le sujet, quand on augmente le prix du dégroupage, aujourd'hui, on donne une rampe de situation à Orange et des parts de marché à Orange. Et bien c'est pour ça qu'on est contre, parce qu'on pense que c'est une erreur. Par contre, si on dit, on revient à cette question, nous augmenterons les prix du dégroupage le jour où dans un an jour pour jour, vous allez fermer le réseau. Alors là, tout le monde va se presser, y compris Orange. Tout le monde va se presser. Et c'est notre demande. Ah non, c'est pas ça l'idée. L'idée aujourd'hui, c'est de dire... Si, moi je vous parle des zones fibrées. La zone fibrée, c'est effectivement la zone sur laquelle la fibre est disponible. Super. Et bien dans ce cas-là, éteignons le cuivre. Pourquoi on n'éteint pas le cuivre à cet endroit-là? Ben voilà, mais c'est exactement ce que je défends. Eh ben on est d'accord. Attendez, on va laisser Monsieur Niel répondre. Non, pardon, excusez-moi. Mais donc, pour nous sommes OK pour une hausse du dégroupage un an avant la fermeture pratique du réseau. Et même que ça soit dérégulé, c'est pas un sujet. On va regarder les prix. Je vous rappelle qu'il doit y avoir des obligations d'orientation, mais il faut que ça soit fait un an, pas 5 ans avant. Et aujourd'hui, ce qu'on nous vend, c'est 5 ans, avec une ARCEP complètement acquise à Orange, qui se couche devant Orange. Et c'est ça mon sujet. Et c'est ça notre sujet aujourd'hui. Sur le New Deal, l'objectif... Je vous l'ai dit, c'est pour chaque opérateur de déployer 5000 sites, d'améliorer sa couverture de 5000 sites.
Comment ? Couverture ciblée. Qu'est-ce qu'il y a ? Patrick, axe de transport. Et plus axe de transport, nous on est ravis, on vient de signer un contrat avec un grand transporteur, donc on doit s'améliorer de la même manière. Mais je vous ai dit 1300 sites, on a ouvert 2300 sites, excusez-moi, tout à l'heure. Donc on continue de le faire, on continue de vouloir le faire. Je vous félicite de me faire remarquer que l'État français a probablement perdu 3 milliards d'euros de recettes. Mais par contre, je ne vous ai pas vu sur un vrai appel d'offres sur les chaînes de télévision qui font des profits supérieurs aux nôtres. Ce n'est pas votre domaine, mais c'est quand même des fréquences et on est en concurrence sur ces fréquences. Vous avez une chaîne de télévision qui est M6, qui fait une marge supérieure à celle d'LVMH et au bout, ça ne choque personne et eux, on ne leur parle pas de facturer des fréquences. Et vous venez de parler de facturation de fréquences alors que dans le même temps, vous nous demandez des obligations de couverture qu'on ne va jamais demander une chaîne de télévision. Vous leur demandez rien à ces chaînes de télévision, même pas de produire suffisamment de fiction. C'est pas votre procès, mais je tiens à vous dire, vous me dites, vous nous avez pris 3 milliards, nous à la collectivité, nous avez pris 3 milliards d'euros de recettes. Non, on a fait un deal dans lequel ces 3 milliards d'euros de recettes étaient échangés contre des déploiements de sites que nous n'aurions pas fait. Et c'était ça notre volonté. Et c'est ce que nous avons mis en œuvre et c'est ce que nous faisons. Mais dans le même temps, nous pensons qu'il est sain et intéressant de regarder la totalité des fréquences et que tout le monde puisse se retrouver facturé. La stabilité de nos tarifs dans le mobile. Alors attendez, alors là moi je marche sur je marche sur la lune. Vous êtes en train de me dire augmentez vos prix? Alors là franchement, mais allez devant la représentation nationale, allez devant les Français. Vous m'avez dit vous pratiquez des tarifs extrêmement bas, trop bas. Mais on est tous. Attendez, je fais mon métier. Alors, attendez, c'est moi qui dirige ici les débats. Je vais baisser le volume, regardez. Je vais baisser le volume. Voilà, s'il vous plaît, tout le monde se calme. Tout le monde se calme. Tout le monde se calme, voilà. Monsieur, si vous ne souhaitez pas que je sois là, je peux m'en aller. Et je vous promets, je suis venu ce matin spontanément et gentiment. J'ai pas de problème à partager ça. Je vous dis juste, je vous en remercie. Mais vous venez m'agresser sur des sujets précis. Excusez-moi d'être... S'il vous plaît. C'est moi qui dirige le débat ici. Monsieur Niel a la parole. Je lui demande d'être peut-être un tout petit peu plus calme parce que sinon on n'arrivera pas à tenir la salle jusqu'au bout. Monsieur Chaise vous a posé des questions. Madame Loisier aussi répond. Voilà, vous avez le droit à la parole de vous exprimer. Merci. On a le droit de vous écouter calmement. Donc, merci beaucoup. Sur la stabilité de nos tarifs mobiles, c'est un sujet, encore une fois, où quand on nous dit vous pratiquez des tarifs trop peu chers, je vous écoute, je vous prends le point. Je me vois, enfin, encore une fois, ça fait partie de nos atouts, ça fait partie de ce que l'on apporte aux Français, leur apporter du pouvoir d'achat. C'est-à-dire dans un monde où tout monte, où tous les prix montent, où on va avoir des problèmes incroyablement supérieurs à ceux que l'on a en ce moment sur d'autres réformes, avec des hausses de prix significatives qui peuvent atteindre 10 à 15%, qu'une société soit responsable dans ce pays et dise « je ne vais pas augmenter mes prix », me paraît pas quelque chose... sur lequel on devrait avoir des remarques. Je pense qu'au contraire, ça devrait être vu comme quelque chose de positif. Pardon, Monsieur Niel. Je crois que la question de Monsieur Chaise n'était pas « vous ne devez pas le faire », la question était « est-ce tenable pour vous ?» C'était ça la question. Il n'y avait pas d'accusation derrière, mais une question. Moi, je suis heureux d'être ici et de vous faire pitié, ou de vous faire de la peine. Je vous en remercie. C'est assez rare. Ni pitié, ni peine. Je vous en remercie. Ne faites pas dans la provocation, Monsieur Niel. On n'est pas parti sur le bon pied. Donc, voilà. Donc, notre sujet, est-ce tenable ? Est-ce que nous sommes une société responsable ? Est-ce que nous sommes une société responsable qui sait compter ? Oui, nous sommes une société responsable qui savons coter. Donc on a un modèle économique qui se tient, on est un opérateur rentable qui dégage du cash. Ce cash est systématiquement utilisé pour être réinvesti dans nos réseaux. Donc on cale nos réinvestissements dans nos réseaux en fonction de nos générations de cash, de notre capacité à générer du cash. Je vous l'ai dit, à la fin, il n'en reste pas beaucoup, mais c'est comme ça. Et on s'est créé, ou on a existé, ou on s'est développé en investissant dans des réseaux, en investissement de l'argent, et c'est notre choix, et c'est notre volonté d'investir. Sur le sujet du plan de reprise, le sujet c'est 200 000 lignes, un peu plus de 200 000 lignes, dans lequel nous sommes mis d'accord sur une procédure de raccordement renforcée et un suivi de près. Si ça ne devait pas fonctionner, on a pris l'engagement de redéployer le réseau sur ces
200 000 prises. Sur le sujet du New Deal, je vous ai répondu indirectement sur le coût des fréquences, le coût de l'argent que l'on mettait dans ces fréquences. L'argent que l'on va mettre, et je pense que tous ces trois sujets sont liés, l'argent que l'on va remettre dans ces fréquences, c'est de l'argent qu'on ne remettra pas sur des couvertures de zones où il pourrait y avoir besoin de couverture. Mais encore une fois, c'est un choix. C'est un choix. Je dis juste qu'en 2027, vous allez avoir un arrêt du déploiement des 4 opérateurs de ces 5000 sites. Si la couverture du territoire est satisfaisante à ce moment-là pour l'ensemble des populations, il n'y a pas de raison d'avoir un New Deal. Mais je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, vous n'ayez pas de demande supplémentaire. Et s'il n'y a pas de demande supplémentaire, dans ce cas-là, oui, bien évidemment, il faut avoir un appel d'offres. Ce que n'aiment pas les opérateurs, c'est d'avoir une incertitude sur ces notions de fréquence. C'est toujours un stress, une problématique, une non-vision ou une non-connaissance du coût est un sujet. Sur l'extinction du cuivre, le sujet, c'est de ne pas avoir de transfert de valeur entre les opérateurs. C'est ça notre principal sujet. Si on éteint le cuivre et à un moment lointain et que dans le même temps, on permet à des acteurs de pratiquer des prix plus bas sur ces zones en cuivre, eh ben on se retrouve avec un sujet de transfert de valeur ou de transfert de parc d'abonnés entre les opérateurs, et c'est un vrai sujet. Sur Starlink, c'est pas un deal que nous avons en France, c'est un accord que nous avons en Suisse. Ce que nous avons fait, nous avons donné du spectre. On a beaucoup de spectre en Suisse. On a donné une partie du spectre que nous avons. Enfin, on n'a pas donné. On a permis à Starlink d'utiliser une partie du spectre que nous avons, ce qui permet dans les zones non couvertes, c'est des zones, on a une très bonne couverture en Suisse, mais ce qui permet dans les zones montagnardes notamment d'avoir la possibilité, sans changer d'abonnement, de se connecter à un opérateur satellitaire. C'est du bas débit, ça remplace jamais ce qu'on est capable de faire, mais ça nous a paru incroyablement important de faire ça parce qu'on avait des endroits où on avait des défauts de couverture et ce surplus de spectre nous permet de le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas ouvert commercialement, c'est intégré automatiquement pour la plupart de nos abonnés, ce n'est pas ouvert commercialement, ça va l'être. Je ne sais pas si on est capable de faire la même chose en France, on a moins de spectre, c'est plus difficile, mais on pense que le satellite va permettre de couvrir des zones là où on n'arrivera pas à aller, et même en fibre optique, il y a des endroits. Vous savez, et on pourra en reparler tout à l'heure. Ce sera sur une partie des raccordements finaux compliqués, complexes. Je sais pas comment. Je crois qu'ils ont peut-être une complexe. C'est-à-dire qu'il y a un moment, se dire, on va être capable d'aller sur un foyer et dépenser 20 000 ou 30 000 euros pour une recette de 30 euros par mois. Il y a toujours un sujet. Il y a un problème de sujet. Et donc, c'est comment on est capable de traiter ce sujet-là. Et puis, il y a des endroits où on va avoir 20 km de déploiement, 30 km de déploiement pour un foyer. Et là, je pense que le satellite peut avoir un vrai sens dans ces zones. Je ne sais pas si on le fera avec Starlink et je ne sais pas si on est légitime à revendre cette offre-là. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on prend son mobile, ce sont les fréquences classiques, on est à un endroit où on n'a pas de couverture avec le réseau traditionnel de Salt, et bien à cet endroit-là ou dans cet endroit-là, on va avoir la possibilité d'accéder à ça. Sur le cloud souverain, on a vu quelque chose d'assez... que moi je trouve personnellement problématique, c'est qu'on a dit ok, on veut du cloud souverain en France, mais en fait ce qu'on va faire, on va permettre d'avoir les logiciels américains et de les déployer sur des machines ici. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité d'utiliser les logiciels américains sur des machines qui seront physiquement en France. Mais dans le cloud, c'est pas les machines ou leur localisation le problème, c'est le logiciel qui est utilisé. Et on a beaucoup combattu cette vision du ministère de l'économie en disant si on veut un cloud souverain, il faut qu'il y ait des gens qui fassent du logiciel souverain. Et en fait, c'est toute l'idée de Scaleway. Ça reste une petite entreprise. On fait une
une centaine un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une très forte croissance, mais c'est tout le sujet de cette entreprise où c'est, je sais pas, 500, 600 développeurs qui refont le soft de zéro pour faire du cloud. Et donc en fait, notre travail aujourd'hui, c'est de rattraper le retard en termes de produits que l'on peut avoir vis-à-vis des Américains. Il y a un certain nombre, ou des Chinois, il y a un certain nombre de produits sur lesquels on est en avance, Kubernetes, des choses comme ça, des petites briques sur lesquelles, qui sont des briques importantes, sur lesquelles nous sommes en avance. On les met en œuvre, on travaille, c'est des investissements lourds. On pense que l'intelligence artificielle, c'est une vraie chance. C'est des investissements qu'on est en train de faire en centaines de millions d'euros d'achat d'équipements. Mais on est en train de les faire parce qu'on pense que c'est absolument incontournable, nécessaire. Je ne sais pas comment on peut sur ces sujets d'intelligence artificielle, ce truc qui est fou, c'est que la plupart des talents dans les entreprises américaines qui font de l'intelligence artificielle sont français. Ouais. C'est-à-dire que collectivement, on a financé des études à des jeunes brillantissimes qui vont créer des produits exceptionnels, mais au-delà de nos frontières. Et donc, on pense que ce sujet d'intelligence artificielle mélangé au cloud, parce que tout le monde ne va pas intégrer des machines d'intelligence artificielle dans son entreprise. Donc, on a une légitimité à revendre ces services et à les développer. Mais donc, c'est un sujet d'investissement pour nous cette année significatif. Je pense, je vous le redis, en centaines de millions d'euros pour être capable d'avoir les équipements et les logiciels ici, en France, permettant à des tiers, à d'autres personnes, publics, privés, associatifs, d'être capables de recréer des produits équivalents à ChatGPT par exemple, ou à Wall-E, ou à plein de produits d'intelligence artificielle, qui sont devenus maintenant des produits grand public que tout le monde peut utiliser. Mais quand vous voyez que les seuls produits avancés sont américains, chinois derrière, et qu'on n'a rien de visible ou proche en France ou en Europe, alors qu'on a tout pour le faire, c'est un vrai sujet et c'est un élément extrêmement important pour nous et un sujet d'investissement. On gagnera probablement de l'argent dans 10 ans sur ces sujets-là, mais on pense qu'on doit faire cet investissement-là parce qu'on n'a pas envie d'être déclassé. La création de Scaleway, elle vient d'une volonté partagée des salariés d'Iliad et de Free qui sont de dire, est-ce que moi, j'ai envie que les données de mes enfants soient stockés à terme à l'autre bout de la Terre avec des règles qui ne sont pas nos règles. Alors elles peuvent sembler obsolètes, mais est-ce qu'on a envie de ça ? Et la réponse était non, et c'est sur la base de ça qu'on a créé cette société et qu'on l'a développée. Et dernier point, et je m'en excuse, monsieur le sénateur, de ma passion pour les télécoms et donc de ma voix trop élevée, je ne recommencerai pas, je vous présente sincèrement mes excuses. Très bien. Bon, il faut apaiser les choses. On est ici au Sénat, pas à l'Assemblée nationale. Alors, je vais prendre toute une série de questions supplémentaires. Donc, Alain Cadec, notre collègue breton, et ensuite Jean-Pierre Moga. Alors moi, ça va être beaucoup plus soft. Vas-y Alain. Beaucoup plus soft. Ça va comme la tempête. Bien. Ça va vous faire du bien, monsieur Niel. Alors, ça va vous détendre. Vous êtes pour l'exomile du jour. Bah non, merci, madame la présidente. Merci, monsieur Niel. Oui, en 2022, votre groupe Iliad, maison mère d'Internet Free et Free Mobile, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,4 milliards d'euros. L'année a été marquée par une forte croissance de ses activités en France, mais aussi en Pologne, vous l'avez dit tout à l'heure, avec la marque Play depuis 2020 et UPC Polska depuis 2022, en Italie également, avec Iliad Italia. Vous revendiquez la place de 6e opérateur européen, avec près de 46 millions d'abonnés. Il semblerait que vous ambitionniez de grimper au 3e rang. C'est votre objectif, me semble-t-il, en cherchant à investir dans d'autres pays européens, ou même au-delà des frontières de l'Union européenne. Alors la question, c'est, avez-vous des pistes précises sur lesquelles vous... Attendez, j'ai 2 ou 3 autres questions. Toujours aussi sympa, je vous rassure. Alors, par ailleurs, après avoir investi à titre individuel dans le groupe Le Monde, dont vous êtes copropriétaire, vous rachetez le groupe Nice Matin, France Antilles, Paris Turf. Vous n'avez pas un tuyau, non? Et vous vous portez acquéreur de la revue L'Illustration. Il s'agit d'ailleurs du premier hebdomadaire illustré en France, créé en 1843. Et reconnu
œuvre d'intérêt patrimonial majeur par le ministère de la Culture. Alors, s'agissant de cette publication, quelles sont vos intentions concernant la ligne éditoriale de ce magazine? Est-ce que vous allez la changer? Est-ce que vous allez rester sur le même état d'esprit? Et enfin, j'ai deux autres questions rapidement. Le 15 février dernier, vous avez présenté aux membres de l'ARCOM le projet ambitieux de votre chaîne de télé 6, avec l'espoir de remplacer M6 sur le canal 6 de la TNT. Vous avez à cette occasion reçu le soutien des syndicats culturels, notamment le syndicat national de l'édition phonographique, SNEP. Mais finalement, votre projet n'a pas été retenu. Alors, l'ARCOM vous a-t-elle donné une raison qui vous a semblé juste ou plausible? Avec ce premier revirement, allez-vous persévérer dans votre intention de créer une chaîne de télé, peut-être sur un autre canal, et si oui, laquelle? Dernière question, vous avez en dehors des télécommunications et de la presse diversifié vos activités dans un nombre important de domaines dans lesquels vous avez pris des parts, notamment dans l'éducation et la formation au métier du net, du numérique et de l'immobilier. Avez-vous l'intention de poursuivre cette diversification ou bien souhaitez-vous vous recentrer sur les secteurs essentiels de votre activité? Voilà. Merci beaucoup Alain. Jean-Pierre Moga, ensuite Françoise Ferrat. Merci Madame la Présidente. Moi aussi, Monsieur le Président directeur général, je vais sortir de la guerre entre la fibre et le cuivre et je vais vous parler plus de sujets et de réflexions que vous avez certainement et que j'aimerais bien que vous nous fassiez part. Par exemple, jugez-vous que la France agit suffisamment pour garantir une sécurité optimale de ses réseaux? C'est quand même un sujet, je crois, qui préoccupe tout le monde. Et qu'en pensez-vous? Quelle est aussi votre vision sur l'utilisation extensive des réseaux sociaux par les jeunes? Les Chinois ont interdit TikTok. Je pense qu'en France, on n'interdira pas certaines choses. Pardon, excusez-moi. Oui, parce que les Chinois, les Chinois, ça leur rapporte du fric. Mais que pensez-vous de ce sujet qui est un sujet quand même de société? Et puis, nous sommes ici un certain nombre à être allés visiter il y a quelque temps l'école 42 que vous avez créée. L'école 42 est une école qui est une école ouverte à tous, qui est une école qui est gratuite. Quel regard portez-vous sur les besoins en formation de la filière numérique et l'action de l'État? Est-ce que vous considérez que l'action de l'État est suffisante dans ce domaine? Je vous remercie. On imagine la réponse. Alors, Françoise Ferrat, ensuite Fabien Gay. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je vais m'éloigner encore un peu plus des sujets qui sont ce matin passionnés. J'ai déposé il y a quelque temps une proposition de loi relative au développement de la culture scientifique. Je ne désespère pas que dans cette maison, on vienne enfin à la discuter. Monsieur le Président, il me semble absolument nécessaire que nos concitoyens soient formés aux réflexes, au raisonnement mathématique, aux fondamentaux des protocoles de recherche face aux enjeux qui nous attendent aujourd'hui. Et la liste n'est pas exhaustive. Quand je vous aurais parlé de réchauffement climatique, de crise sanitaire, de nanotechnologie. Deux questions, Monsieur le Président. Vous êtes un créateur d'entreprises technologiques, de communication. La culture scientifique pourrait-elle faire partie de vos diversifications à l'avenir? Et envisagez-vous, dans ce cas, de développer cette culture grand public grâce à vos titres de presse? Merci Françoise. Je me suis trompée dans l'ordonnancement. Bernard Buis d'abord et ensuite Fabien Gay. Merci Présidente. Monsieur le Président, Free est actuellement en itinérance sur le réseau Orange. Quel plan, quel avenir pour Free? Conserver le partenariat historique ou jouer la concurrence entre les opérateurs qui pourraient se partager de nouveaux réseaux? Et ma deuxième question pose sur la question de garantie concernant le passage au 100% en fibre. Et le gain de performance se fera sans... Est-ce que le gain de performance se fera sans dégradation pour les consommateurs dans un contexte de numérisation exponentielle des usages? Merci Bernard. Fabien Gay, ensuite Dominique. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Niel. J'aurai des centaines de questions, mais je vais essayer de m'en tenir sur une. Vous avez dit au départ que la dérégulation et l'arrivée de Free
avait permis de faire baisser les prix, et que c'était un des domaines où la dérégulation avait fonctionné. Moi, je viens d'un courant politique qui considère que les biens communs doivent être gérés par le bien public. Je pense que les questions énergétiques, la question spatiale, parce qu'elle va avoir des vrais domaines, comme la question de télécommunications. Mais je dois t'avouer qu'autant sur l'énergie, ça ne fonctionne pas, on le voit, sur le ferroviaire, beaucoup y reviennent, et les Anglais en premier. C'est vrai que sur les télécommunications, on peut avoir le débat. Non mais, pour le coup, il y a eu de l'innovation, vous avez cassé les prix, vous en avez fait partie, Free a bousculé les trois plus gros, on ne se refait pas l'histoire. Mais je pense qu'on peut au moins se mettre d'accord sur une chose, vous et moi, c'est que ça s'est fait au détriment de deux choses. D'abord de l'emploi et des salariés. Il y a eu une casse, tout le monde sait ce qui s'est passé à France Télécom, et il y a une question de sous-traitance aujourd'hui. Et deuxièmement, le privé, et c'est bien normal, parce qu'il est là pour faire la rentabilité, c'est pas moi qui dirais le contraire, il s'est occupé d'abord de là où c'était rentable. Et donc, il existe quand même encore quelques zones blanches. Et pour le coup, je pense que là, ça ne peut pas être comme dans tous les autres domaines, où le privé va là où c'est rentable, et puis qu'on laisse au semi-public, c'est plus complexe que ça aujourd'hui, tout ce qui n'est pas rentable, et donc les zones désertées. Je pense qu'au moins on peut se mettre d'accord sur ça. Et donc j'ai une question précise. Je suis pas chez vous, je suis désolé. Je suis pas à Free, je suis chez un de vos concurrents. J'ai installé la fibre juste après le confinement, et je l'ai expliqué très bien à votre collègue d'Orange. J'ai été assez stupéfait que ça soit des sous-traitants en cascade qui viennent me l'installer. Et donc ça, c'est une question. Vous êtes un grand chef d'entreprise et il y a une responsabilité sociale et environnementale et sur la question de l'emploi. Et la question de la sous-traitance, notamment sur l'installation de la fibre, bon, pose question socialement, mais pose question aussi à des élus que nous sommes, et le western, je le dis comme ça, des branchements où les arrachages sont légion, la sous-traitance fait que, comme on est payé quasi à la pièce, il faut aller au plus vite. Et là, c'est ni Free, je pointe pas Free. Tout le monde est pareil. Tout le monde arrive, arrache, se branche et repart. Et donc là, je pense que nous, en tant que législateurs, il faut légiférer sur ça. Parce que si vous appelez à ce qu'on aille encore plus vite sur la question de la fibre, il faut encadrer son développement. Parce que là, il y a une véritable question. Moi, la dernière année, et je finis par là, sur les 12 derniers mois, je n'ai pas eu la télé et Internet et le téléphone pendant 3 mois. À chaque fois, 3 fois, ça a été des arrachages. Quand je dis moi, c'est tout le quartier, hein, c'est pas moi personnel. Et puis, un autre jour, je vous poserai sur plein d'autres questions. Je suis très intéressé par la presse, mais j'imagine que d'autres collègues vous poseront d'autres questions. Je vous remercie. L'UMA a besoin d'un peu d'argent, là, en ce moment. Très bien. Merci, Fabien. Dominique Estrosi-Sassonne. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, bonjour. Moi, 2 questions. L'une sur la cybersécurité. Les collectivités territoriales sont de plus en plus victimes d'attaques informatiques, ainsi que les PME et les TPE, alors que les grands groupes, eux, disposent généralement d'offres qui sont adaptées à leurs besoins ou de logiciels. Le groupe Iliad semble vouloir se positionner sur ce secteur, vous l'avez dit dans vos propos liminaires, alors que Free s'est principalement concentré sur le grand public jusqu'en 2020, sans percer le marché des entreprises ni des collectivités territoriales. Alors quel serait le calendrier, le périmètre des offres et l'étendue du dispositif de cybersécurité ? J'avais posé une question similaire à la PDG d'Orange lorsque nous l'avons auditionnée, et elle nous avait annoncé un investissement pour son groupe de l'ordre de 1 milliard d'euros dans le programme Orange Cyberdéfense pour l'ensemble de ses clients. Et puis sur le renouvellement des terminaux, simplement au regard des enjeux de recyclage des terminaux en circulation, quelle politique commerciale met en œuvre Free pour le recyclage ou le reconditionnement, alors que le nombre de vos points de vente reste relativement modeste comparativement à des opérateurs qui sont plus anciens et qui sont mieux implantés sous forme d'un réseau de points de vente. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Daniel Salmon. Il y a encore plusieurs. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je reprendrai une question un peu effleurée par mon collègue Jean-Pierre Moga.
Vous n'êtes pas sans connaître les impacts négatifs du numérique sur la santé mentale et même physique des Françaises et des Français, et en particulier des plus jeunes. Les études là comme ailleurs s'accumulent pour nous montrer que nous allons vers une catastrophe annoncée. Je voudrais savoir comment vous prenez en compte ces impacts du numérique dans votre responsabilité sociale élargie, et comment vous allez pouvoir combiner ça avec votre souhait de faire toujours plus de volume, puisque vous nous avez dit plus c'est plein, plus c'est rentabilisé, et votre objectif est bien de faire du cash, comme vous nous l'avez répété. Donc j'aimerais savoir quelles sont vos actions, qu'est-ce que vous allez mener dans l'avenir pour éviter que nous allions vers cette catastrophe. Merci. Très bien. Sylviane Noël, ensuite Daniel Grémillet, puis Florence Blatrix-Contat. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, alors que vous avez participé à sa création en 2007, j'aurais souhaité savoir pourquoi le groupe Free ne fait pas partie de la Fédération française des télécoms, contrairement à vos 3 autres concurrents. La FFT est en effet un interlocuteur de qualité avec les pouvoirs publics sur les questions de numérique et de téléphonie. Il paraît surprenant qu'un groupe comme le vôtre n'en fasse pas partie. Et puis ma deuxième question a déjà été abordée par Fabien Guay. Je souhaiterais savoir ce que votre groupe envisage de mettre en œuvre pour mieux contrôler la qualité du travail des sous-traitants au moment du raccordement des usagers. Je vous remercie. Merci Sylviane. Daniel Grémillet. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je ne vais pas vous parler de culture, mais d'agriculture. Parce qu'en fait, vous avez investi dans un centre de formation, dans un incubateur, Hectare notamment. Vous travaillez beaucoup dans la recherche-développement sur la robotique, sur la ferme verticale. Quelles sont ces raisons? C'est une nouvelle vision de l'alimentation? Merci beaucoup. Et Florence Blatrix-Contat. Là-bas. Tu veux pas venir par ici? Ça va aller? Bon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, donc voilà, avec plusieurs collègues, dans le cadre de la délégation aux entreprises, nous travaillons sur une mission compétences, attractivité, emploi, et nous avons d'ailleurs ce matin échangé avec Thierry Marx sur voilà, toutes les initiatives qu'il a eues en matière de formation basées sur le projet d'individu. Donc avec l'école 42, pour rejoindre un peu la question de mon collègue, pourquoi ce projet et quelle est la complémentarité avec les formations existantes, et en quoi est-ce sur quelles compétences supplémentaires allez-vous aller dans le domaine du numérique? Et justement, vous avez évoqué tout à l'heure la main-d'œuvre qui allait aux États-Unis, qui ne restait pas en France pour des besoins que l'on a ici. Donc, comment faire pour retrouver une attractivité et garder cette main-d'œuvre qu'on a formée en France? Très bien. Merci Florence. Et dernière question d'Amel. Voilà, un petit regard. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Une question sur un sujet que nous n'avons pas, je pense, précisément abordé, c'est l'impact des réseaux de télécommunications sur l'émission des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Un rapport récent, d'ailleurs, du Sénat a évoqué, je crois, une augmentation de plus de 60%, si on ne fait rien, de consommation de gaz à effet de serre d'ici 2040, notamment via les usages, la production de terminaux. Je sais que vous êtes déjà engagé dans ce sens, mais est-ce qu'il est prévu aujourd'hui une accélération, justement, ou des investissements, ou d'un plan, en tout cas, qui pourrait aller dans ce sens? Merci. Merci à vous pour toutes ces questions. Monsieur Niel, je vais vous laisser évidemment répondre en vous disant tout mon attachement à la question de Daniel Grémillet, puisque vous êtes installé dans les Yvelines, donc je suis très, voilà, les Messins, donc je suis très curieuse de savoir ce qui s'y passe et la vision qu'il y a derrière cela, évidemment. Alors, sur nos activités, notre déploiement ou notre développement dans les télécommunications, notre sujet, c'est de se dire qu'on a un savoir-faire appris en France grâce à la concurrence qui a pu exister en France, et comment on est capable d'utiliser ce savoir-faire dans d'autres pays, sur d'autres territoires, pour créer de la valeur et de la croissance. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est dans une vingtaine de pays, on est un actionnaire très minoritaire de la société Vodafone, et on a 20% d'un groupe sud-américain qui s'appelle Millicom,
et qui est présent dans 7 pays en Amérique du Sud. Donc on continue ce travail de déploiement. On est actionnaire d'une société de fibre optique à Singapour, mais on a toujours essayé d'utiliser notre savoir-faire pour aider des entreprises à se développer et à croître. Et puis on a la volonté de continuer de le faire et en apportant, en ayant toujours des équipes en France. Pour un certain nombre de ces pays, on a créé des sites en France de sous-traitance, de gestion des réseaux, de développement des systèmes d'information. Et c'est peut-être 1 millier d'emplois qui sont créés en France pour aider nos activités en dehors de France. Et on continue de le faire parce qu'on pense qu'on a un vrai savoir-faire. Des gens qui ont reçu des personnes qui ont reçu une formation en France incroyablement performante pour avancer, pour nous aider à nous développer sur ces territoires. Et donc on le fait et on avance. Sur la presse, l'illustration est l'un des plus anciens magazines ayant existé. Vous avez cité, qui a été créé, je crois, en 1843. En fait, il y avait toutes les archives qui étaient là et on a repris ces archives avec la volonté de les rendre plus accessibles, plus disponibles. C'est des archives incroyables, c'est des centaines de milliers de pièces. Donc on a cette volonté de continuer le travail qui est fait dessus, le travail patrimonial qui est fait dessus. C'est une vocation non commerciale, mais d'aider à les mettre en avant, à les faire connaître, à mieux les faire connaître, et peut-être les utiliser dans nos autres activités de presse. Sur le projet de 6, on ne nous a pas donné de raisons pour lesquelles nous n'avons pas été reçus. On l'a dit publiquement, on avait l'impression d'une procédure perdue d'avance. On ne nous l'avait pas dit comme ça parce que les gens sont polis, mais on nous l'a fait comprendre. Mais on espère avoir réussi à apporter ou à aider les sociétés d'auteurs d'une manière générale à avoir ou à bénéficier de plus d'investissements des chaînes existantes parce que ces chaînes, je vous l'ai dit tout à l'heure, utilisent du spectre, un bien commun, et génèrent dessus des revenus et des marges significatives. Et on pense que les obligations qui devraient être en face devraient être plus initiatives. Donc on y est allé avec la volonté de gagner. Nous avons perdu, mais dans le même temps, on souhaitait faire ça avec globalement toute la création, tout le monde de la création. Je ne sais pas si nous reviendrons sur ces sujets. On pense que l'on peut exister que dans le monde de la télévision que si on a un des 6 premiers canaux, parce que ce sont ceux qui sont vus, qui sont connus, qui sont notoires, et que les autres les accompagnent. Et donc on avait dit publiquement que si nous n'avions pas ce canal 6, on n'était pas vraiment intéressé par les autres canaux. Alors, sur l'éducation et 42, alors il y a plusieurs questions, je ne sais pas si je vais réussir à toutes les regrouper, mais et j'espère répondre à tout. L'idée de 42, ça partait d'un constat qui était assez simple, c'était de se dire les formations au digital ou au numérique sont nombreuses en France, elles sont de qualité, mais malheureusement elles sont souvent privées et chères. C'est-à-dire que ce sont des écoles plutôt bonnes qui apprennent le code informatique, mais dont la scolarité coûte une dizaine de milliers d'euros par an, et donc n'est accessible qu'à quelques pourcents des Français. Et l'idée était de dire, est-ce qu'on est capable de créer la meilleure école où on va apprendre le code informatique, qui soit gratuite et ouverte à tous. Et c'est ce que l'on a fait avec 42, avec une première école qui est à Paris dans le 17e arrondissement, qui a un petit peu moins de 4000 élèves aujourd'hui, avec des méthodes d'enseignement différentes qui permettent de s'adapter à des jeunes qui sont des décrochés scolaires. Donc il n'y a pas de cours formels, on apprend ensemble. C'est un lieu physique, hein, c'est pas du téléapprentissage, c'est un lieu physique dans lequel on apprend ensemble. Et c'est un énorme succès puisque les jeunes qui sortent de cette école ont tous des salaires significatifs, autour de 40 000 euros. Le 40% d'entre eux n'ont pas le bac. On avait un défaut, c'était une école qui manquait de diversité, notamment en termes de public, d'élèves, de femmes élèves, de jeunes femmes élèves, de femmes et de jeunes femmes élèves. Maintenant, l'école est dirigée par une femme, donc ça a permis de monter entre 30 et 40% le nombre de femmes présentes dans l'école. C'est une initiative qui a 10 ans, c'est une initiative qui marche, puisque ces écoles, on en a plusieurs en France aujourd'hui.
On en a une petite cinquantaine dans le monde, je crois 47, 48. Ça continue de se développer. Cette année, il devrait y en avoir une vingtaine qui vont ouvrir dans le monde. C'est un peu moins de 20 000 élèves dans le monde qui aujourd'hui apprennent avec cette pédagogie différente, sont formés. Ce sont toujours systématiquement des écoles gratuites. Et c'est environ une scolarité qui dure 3 ans et dont l'entrée est basée sur des choses qui sont des critères qui permettent d'accepter tout le monde. En fait, c'est deux éléments. Un premier élément, c'est est-ce qu'on est logique? Et ça, c'est vraiment l'ADN de nos parents. Est-ce qu'ils ont eu la gentillesse de nous donner cette chance d'être logique? Et puis le deuxième critère, c'est est-ce que j'ai envie de faire cette école? Est-ce que j'ai envie de bosser et d'apprendre? Et ce sont les 2 seuls critères, les 2 seules choses que l'on demande à nos élèves. On a avancé, parce qu'au début, on accueillait principalement des gens jeunes, et en travaillant avec Pôle emploi, on accepte maintenant des personnes qui ont une 60aine d'années, qui ont travaillé dans l'informatique, qui ont été formées de manière un peu ancienne et probablement obsolète. Et quand on les reprend, qui sont des gens que généralement dont on pense que le retour au travail est impossible, et on voit que ça marche. Et donc on continue de développer plein d'initiatives en essayant de se dire comment on est capable, avec cette école, d'apporter ou de permettre à tout le monde d'avoir un métier. C'est monoformation, hein, c'est pas parfait. On peut trouver plein de reproches à faire à cette école, mais c'est monoformation, on garantit un job, et un job bien payé, et un job d'avenir. Et donc on essaie toujours de réfléchir pour l'améliorer. Et le rêve des équipes, c'est bien sûr d'en avoir toujours plus, parce qu'on a un système qui marche partout. Vous en avez en Corée, vous en avez au Japon, vous en avez 2 au Brésil, vous en avez 2 au Maroc, vous en avez une qui va ouvrir dans les jours qui viennent en Angola, la RDC veut en faire une, il y en a une à Dakar qui a ouvert ou qui va ouvrir. Enfin, on est partout dans le monde et ça marche partout. Donc c'est un mode de fonctionnement qui est là et qui fait fonctionner l'ascenseur social. Moi, je suis tellement déprimé de voir qu'on est en dernière position de CDE en termes d'ascenseur social. C'est-à-dire que si vos parents étaient ouvriers, votre chance de ne pas être ouvrier, ça n'existe pas. Et pourtant, on est un pays où on a le sentiment que c'est complètement différent. Et moi, j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance de naître dans une famille moyenne à Créteil, d'avoir grandi là-bas, et que l'informatique m'ait permis de créer mes entreprises, de gagner très bien ma vie. Et c'est vraiment partant de mon exemple, et en ayant appris tout seul, en partant de ce que j'ai pu vivre, essayer de se dire comment on peut aider d'autres personnes à suivre des parcours qui peuvent être le leur. Hein. C'est pas de créer des entreprises, ça peut être de travailler dans des entreprises, créer des assos, faire d'autres choses, mais comment on est capable d'aider d'autres personnes à aller dans ce sens-là. Une autre chose qui me tient à cœur, vous n'avez pas évoqué, mais je vais l'évoquer pour arriver après à Hectare, qui est le sujet de dire le meilleur moyen de trouver un job, si on n'en a pas, c'est de créer son entreprise. Et donc c'est toute l'idée de montrer que la France est un pays d'entrepreneurs. Et pareil, de la même manière, c'est la création d'un lieu comme Station F, qui est le plus grand incubateur de start-up au monde à Paris. C'est 1000 start-up physiques qui sont là-bas. Et c'est de se dire comment on est capable de donner envie à des jeunes de créer leur société, parce que c'est la garantie qu'ils aient un emploi, et donc de montrer au reste du monde que la France est un pays d'entrepreneurs. Ça marche incroyablement, ça se développe, ça fonctionne, c'est un lieu de visite pour les chefs d'État étrangers qui viennent en France, et je pense que c'est quelque chose de pousser des jeunes à aller vers ça, c'est de leur garantir un job. Et c'était un peu pareil sur Hectare. L'idée, c'était de se dire est-ce que les agriculteurs, c'est des petits entrepreneurs? Souvent, il y a des grands entrepreneurs dans l'agriculture, mais il y a souvent des petits entrepreneurs. Et comment on est capable de former des jeunes urbains? Il y a une notion chez les personnes qui ont une vingtaine d'années de quête de sens, et la quête de sens, elle peut passer par l'alimentation et la production de son alimentation. Et donc comment on est capable de former des jeunes, urbains ou pas urbains, à ces nouveaux métiers de l'agriculture, leur apprendre des techniques différentes, leur apprendre à faire les choses différemment. Et donc l'idée, c'est de créer un lieu significatif, grand, en région parisienne, parce que c'est ma région. Il n'y a pas du parisianisme volontaire, mais c'est là où j'habite et c'est là où je vis, ou c'est là où j'ai grandi. Mais comment on est capable, à un endroit physique donné, d'apprendre d'autres formes
d'apprentissage. Alors, comme j'ai investi parfois dans des startups de viande particulière ou des choses comme ça, on a supposé que j'avais une vision de l'agriculture, c'était indirectement votre question, je crois, j'avais une vision de l'agriculture problématique, pas problématique, pardon, différente. Je mange de la viande, j'essaye d'en manger moins, mais je mange toujours de la viande. Je me suis battu pour essayer de dire que sur la cause animale, on pouvait essayer de ne pas faire souffrir les animaux qu'on allait manger. Ça me paraît quelque chose que l'on peut partager, mais ça a été interprété parfois mal et différemment. Mais donc, il y a toutes les initiatives que l'on vient de parler sont des initiatives non financières, détenues par des associations, des fondations, avec cette volonté d'aider mon pays parce que je l'aime beaucoup, trop peut-être parfois, et que j'ai envie qu'il soit parfait et j'ai envie de rendre ce qu'il m'a permis de faire, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays dans lesquels les choses qui me sont arrivées soient possibles. Donc ça a été possible pour moi, ça ne l'est pas fait, ça ne l'est pas assez de manière massive, mais envie d'aider dans ce sens-là. Sur mon avis sur l'action de l'État dans l'enseignement, l'idée, c'est que 42 ne dépendent ni aucune des initiatives ne dépendent aucunement de l'État ou d'argent public. Rien n'est parfait, et non plus en termes d'éducation, mais ce que je vois, encore une fois, on forme des mathématiciens fantastiques, des chercheurs très très bons dans l'intelligence artificielle, et que j'ai arrêté mes études à 17 ans, mais que la formation que j'ai reçue à l'école publique et à la fin de ma scolarité dans une école privée m'ont permis de me forger ou de faire ce que je suis aujourd'hui. Donc je ne vais pas cracher, ou j'ai pas envie de cracher dans la soupe. Voilà. Sur la sécurité des réseaux, je trouve qu'on a un certain nombre de services en France qui travaillent très très bien, et à chaque fois qu'on a des problèmes, l'ANSSI et d'autres, à chaque fois qu'on a des sujets, ils sont présents immédiatement, ils viennent voir, ils creusent, ils trouvent les problèmes. C'est pas toujours vu comme ça, mais nos services, nos différents services qui travaillent sur ces sujets de sécurité informatique sont vraiment incroyables, et quand on compare ça avec les autres pays où nous faisons des télécoms, il y a une vraie différence positive pour la France. Sur les réseaux sociaux, sur les jeunes, j'ai un avis pour mes propres enfants, qui, je pense, est partagé par beaucoup d'entre vous. Après, si vous leur interdisez les réseaux sociaux, ils ont l'impression d'être exclus de groupes par rapport à leurs jeunes collègues scolaires. Donc c'est un sujet, mais je ne sais pas apporter une réponse qui a un intérêt sensé sur ce sujet, malheureusement. En tant qu'opérateur, on met bien évidemment en place tout ce qui nous est demandé par l'ensemble des régulateurs et organisations. Ça me paraît le strict minimum. Sur le développement de la culture scientifique, oui, moi j'ai été très inquiet par l'arrêt des mathématiques. C'est pas que j'aime spécifiquement les mathématiques, mais l'arrêt des mathématiques trop tôt dans la scolarité, et les choses qui sont remises en œuvre maintenant me paraissent aller dans le bon sens. Sur l'itinérance, sur le réseau d'Orange, on utilise de la 2G ou de la fausse 3G aujourd'hui sur le réseau d'Orange. L'idée était de ne pas redéployer un nouveau réseau 2G en France. On avait commencé à redéployer un réseau 2G, puisqu'on a un petit pourcentage de nos abonnés qui n'ont aujourd'hui que des terminaux 2G. Donc on avait commencé à déployer un réseau 2G, et on s'est mis d'accord avec Orange pour utiliser leur réseau 2G a priori jusqu'à 2025. Voilà, ce qui nous permet d'éviter de redéployer un réseau. Sur la garantie du 100% fibre, donc nous avons signé, je crois, la totalité des RIP qui peuvent exister dans ce pays, à l'exception de 2, j'ai le souvenir du Tarn, parce que je suis originaire du Tarn et d'un autre, et Ariège, donc je m'en excuse, mais avec qui nous avons des discussions, et nous espérons signer avec eux à un moment ou à un autre. Et puis à côté de ça,
Bien évidemment, sur toutes les initiatives, nous souhaitons être présents. Je ne sais pas si on arrivera à du 100% fibre, on arrivera probablement à du 99 quelque chose % fibre, et à la fin avec des formes de subventionnement, d'argent public, de péréquation, je ne sais pas quoi, mais il faudra mettre en place quelque chose si on veut aller à ce niveau-là. Sur le déploiement des réseaux, nous, on a 3000 salariés en interne qui sont les salariés qui déploient les réseaux et la partie finale de nos installations. D'une manière générale, réseau fibre, excusez-moi, pardon, réseau fibre. D'une manière générale, on a toujours cherché à internaliser au maximum, ce qui est la raison pour laquelle on est le deuxième employeur du secteur, alors qu'en termes de chiffre d'affaires, on doit être plutôt le troisième ou le quatrième, mais parce qu'on a toujours significativement cherché à internaliser ces déploiements. Et quand nous faisons appel à des sous-traitants, d'une manière générale, et il peut y avoir des exceptions, mais d'une manière générale, ce sont des grandes entreprises, et on s'interdit d'avoir plus d'un niveau de sous-traitance. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir des sous-traitants qui font de la sous-traitance. C'était des choses qui ont été demandées, que l'on met en œuvre. À côté de ça, on a mis en pratique un certain nombre de choses, notamment des prises de photos avant-après, des choses comme ça. On a le droit d'espérer qu'il y a des endroits que ça va s'améliorer. On a des problèmes précis 93, 95 qui sont identifiés. Donc on a un certain nombre de sujets et on essaye de les traiter. C'est pas parfait, je suis d'accord avec vous. Maintenant, c'est un nouveau réseau, c'est un réseau qui se déploie rapidement, mais c'est un réseau d'avenir et donc tous les opérateurs n'ont pas une vision long-termiste et malheureusement parfois on peut avoir dans certains cas des visions court-termistes et non pas la préservation d'un réseau pour les 25, les 50 ou les 100 ans qu'on va utiliser ce réseau. Et tout ça est mis en œuvre dans des discussions notamment avec l'ARCEP. Sur les télécommunications professionnelles, on a racheté une société qui s'appelle Jaguar Network. C'est la volonté d'aller dans ce secteur d'activité. C'est un secteur très peu concurrentiel, dominé par un acteur historique qui produit un service de qualité. Et donc la volonté, c'est d'amener un peu de concurrence à cet endroit et dans le même temps d'ajouter des offres permettant de régler les problèmes de cybersécurité et nombreux autres sujets, mais c'est quelque chose que font tous les acteurs dans ce sens. On n'est pas spécifiquement en pointe sur la cybersécurité, on fait notre boulot comme les autres, contrairement à l'intelligence artificielle sur lesquelles on met plus de moyens. Vous avez évoqué le sujet du renouvellement des terminaux. C'est un sujet important pour nous. On s'est toujours battu contre la subvention des terminaux et la Cour de cassation sur ce sujet nous a rendu raison. On pense que la subvention des terminaux avec un abonnement téléphonique pousse à un renouvellement trop rapide de ces terminaux. Un terminal mobile est destiné à vivre plus de 24 mois et donc c'est dommage que quand votre opérateur vous appelle au bout de 22 mois en vous disant écoute, pour te réengager 24 mois je te donne un nouveau terminal pour 1 €. Et donc on se bat depuis longtemps sur ce sujet-là. On pense que c'est un sujet de responsabilité, de responsabilisation et nous ne mettons pas cela en œuvre. Nous commercialisons des terminaux au travers de terminaux ou de crédits ou de location avec option d'achat pour que tout le monde puisse y accéder, mais sans mélanger à la fois le terminal avec l'abonnement. Sur l'impact du numérique sur la santé mentale, alors vous avez dit que nous étions motivés par remplir nos réseaux parce que plus nous remplissions nos réseaux, plus nous gagnions d'argent. Nos réseaux ont un coût fixe. Donc au contraire, plus on remplit nos réseaux, plus on est obligé de rajouter des antennes et de déployer du réseau. Donc on n'a pas un intérêt à avoir une surconsommation des abonnés. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent et c'est leur liberté. On leur vend des forfaits, ils les utilisent et ils le font. Sur l'impact du numérique sur la santé mentale, je crois qu'on participe. Je te regardais, tu vas pas m'aider, je sens. Ok.
Oui, alors bien sûr, on a des contrôles parentaux qui sont obligatoires, on a les initiatives du gouvernement, mais je sais qu'on est sur un certain nombre d'initiatives, mais je ne suis pas sûr d'être capable de vous répondre précisément sur le sujet, et on vous reviendra sur ce que l'on met en œuvre. Sur la FFT, vous avez rappelé notre rôle de troublion. Je ne voudrais jamais faire partie d'un club qui voudrait de moi comme membre, disait Groucho Marx, pardon. Excusez-moi. On travaille super bien avec eux, donc on ne fait pas partie de la FFT, mais on travaille super bien avec eux, on avance avec eux et on est toujours en parallèle avec eux. Après, on a toujours peur un peu de ces syndicats regroupant des intérêts équivalents. On ne fait pas partie non plus d'aucun syndicat patronal. On fait partie d'un organisme qui est la FEP, et je crois que c'est à peu près le seul dont on fait partie. On ne fait pas partie du MEDEF, mais voilà. Mais d'une manière générale, on fait partie de très peu d'associations, ce qui ne nous empêche pas de travailler avec elles et avec les syndicats. Sur, je ne sais pas quoi je vous ai pas répondu, pardon, sur les réseaux télécoms et leur impact sur les effets de serre, c'est des sujets incroyablement importants pour nous et sur lesquels on travaille. On a inventé des trucs, on a inventé des choses, on a créé des choses fantastiques et qui ont un impact direct. Alors c'est pas toujours vu à l'extérieur, moi il y en a un que j'aime bien et puis après on peut vous envoyer, on a plein d'éléments sur le sujet, on investit nous-mêmes dans des nouvelles sources d'énergie, avec notamment Engie pour créer ensemble des nouvelles productions d'énergie non polluante. Enfin, on travaille beaucoup là-dessus, mais sur une des initiatives qu'on a mis en place il y a quelques années qui est incroyable et qui est que du bon sens. Historiquement, quand vous rentrez dans une salle de data center, c'est l'endroit où on met nos machines, vous avez toujours froid. Et donc on climatise du vide. C'est-à-dire qu'en fait on climatise une énorme salle alors qu'il n'y a que 10% de la salle qui est utilisée pour mettre des machines. En fait ce qu'on a inventé, c'est qu'on a dit mais on va arrêter de climatiser ces salles, on va climatiser que les machines. Et en fait ça crée des choses où vous êtes dans des salles où il fait 40 degrés partout, sauf à l'intérieur des machines, puisqu'on va créer on appelle ça des corridors, excusez-moi pour le nom anglais, mais on va créer des couloirs dans lesquels on va souffler la clim, ça va passer dans les machines et ça va réchauffer le reste de la pièce et on gagne 30% de consommation d'énergie en faisant ça. Et donc avec plein de petits sujets comme ça, on arrive à s'améliorer. On crée des nouvelles générations de box. Dans nos nouvelles générations de box, on invente des trucs, des choses pour essayer avec de l'intelligence artificielle, pour réussir à faire baisser la consommation à un moment où vous n'avez pas besoin de votre box, vous n'avez pas besoin de ceci, pas besoin de cela. C'est plein de petites initiatives, c'est des additions de choses qui au bout feront des rivières. C'est long, c'est complexe, c'est cher potentiellement, mais on le fait, on les met en œuvre et il y a vraiment un élément qu'il faut comprendre, c'est une vraie passion pour les équipes. C'est-à-dire que les équipes se sentent incroyablement concernés, et je pense que c'est le cas chez tous les opérateurs, mais à chaque fois vont dire non mais ça on peut pas faire ça, c'est tel impact, on ne peut pas faire ça. Donc on reprend la copie et on est obligé de rebosser. Et le sujet, la pression, elle est interne, mais avec une force incroyable. Et c'est la chance d'être une entreprise jeune. Je ne sais pas quel est l'âge moyen des salariés chez Free, je pense qu'elle est inférieure à 30 ans, mais le fait d'avoir globalement des salariés jeunes il y a un côté volontaire, il pousse à chaque fois que l'on pense à ce sujet empreinte et globalement le monde que l'on va laisser à nos enfants. Et ça a été un changement au cours des 5 dernières années. Et on le voit, je vous dis, on est sur une création de la génération d'une nouvelle box et les équipes disent non, on ne peut pas faire ça. Ouais, mais attendez, c'est significatif. Non, on ne peut pas faire ça parce que l'impact est négatif. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est devenu, pour les télécoms, en tout cas chez Free, mais je pense que c'est la même chose chez les autres opérateurs, quelque chose de central dans notre travail quotidien. Je crois que j'ai répondu à tout. Très bien. Merci beaucoup. J'avais peut-être une dernière petite question. Quand on a fait un rapport sur la souveraineté numérique avec Amel Gacquer, avec Franck Montaugé, on est venu à parler de la fiscalité d'utilisation des réseaux, et notamment éventuellement une fiscalité des GAFAM en particulier, qui prennent beaucoup de pentes passantes sur les réseaux. C'est un sujet qui n'est pas un sujet français, qui est un sujet européen. Mais peut-être vous qui nous avez parlé de fiscalité tout à l'heure et d'IFER mobile,
Est-ce que vous avez un avis sur cela ? Si d'une manière ou d'une autre, les GAFAM sont capables de prendre en charge une partie des investissements qui sont faits pour eux, on ne va pas être contre. Si vous nous remplacez l'IFER par une taxe sur les GAFAM... Vous êtes d'accord ? Qu'est-ce qui coince aujourd'hui, vous qui êtes dans les arcanes ? Je ne suis pas sûr d'être plus que vous dans les arcanes. Enfin, j'espère pas d'ailleurs, parce que sinon il y a un certain nombre de sujets de problèmes. Mais c'est un sujet compliqué puisque les GAFAM vont vous dire on a un sujet de réseau ouvert, de liberté. Et si vous commencez à mettre un péage, eh bien, vous n'allez pas permettre l'existence même d'Internet, puisque l'Internet est basé sur des réseaux qui sont interconnectés plus ou moins gratuitement, ce en quoi ils n'ont pas tort, mais dans le même temps, les GAFAM représentent, je sais pas, 5 acteurs, parce qu'on peut peut-être ajouter un N à côté de GAFAM, 5 ou 6 acteurs consomment 75 ou 80% de notre bande passante. Donc pour les 20 autres pourcents, il est légitime que que les réseaux soient ouverts, gratuits et échangés. Pour d'autres qui tirent des revenus significatifs des réseaux et qui représentent surtout une part significative de la consommation sur ces réseaux, c'est un autre sujet, un autre problème. Nous aurons un allié alors. Je ne sais pas si notre poids pesera de quelle contre-manière. Merci d'y croire. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie infiniment. J'ai compris qu'on avait un sujet d'énervement général autour du dégroupage et de la fin du cuivre. Non, mais c'est voilà, chacun. C'est de la passion, Chacun a ses passions, voilà, et son point de vue. Donc merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette audition. Merci à vous. Et merci des réponses que vous nous avez faites. Merci infiniment. Merci, chers collègues, et je vous souhaite une bonne journée et un bon anniversaire à Patrick Chaise. Je leur dis une deuxième fois.